Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la photographie et au langage visuel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de Josef Koudelka. Ce photographe réputé d'origine tchèque est célèbre par ses photos iconiques qui ont produit quelques révolutions dans le monde de photographie. Koudelka a proposé une telle vision sur la réalité qui lance en défi à notre perception et à notre pratique artistique. Mais avant d'analyser en détail ce défi que portent à nous ces œuvres, il est nécessaire de raconter en bref de l'auteur même. Le premier projet qui a rendu Koudelka très célèbre était sa série intitulée L'Invasion. Elle racontait le 10 jours d'août 1968 quand les chars soviétiques ont envahi Prague pour réprimer au moyen d'armes les réformes démocratiques qui ont été commencées en Tchécoslovaquie. Permettez-moi une légère digression. On doit admettre que l'histoire se répète. Et aujourd'hui, le gouvernement de la Russie mène une guerre sanglante en Ukraine en cherchant, comme autrefois, écraser l'indépendance et la liberté dans l'autre pays. Évidemment, cela était pendant beaucoup de générations un paradigme principal du pouvoir russe. Il voulait toujours asservir ses propres citoyens comme d'autres peuples, parce qu'il voit le monde comme une prison. On peut dire que c'est une formule de son existence. Et si une société tente à construire sa vie sur les principes de la liberté, cela est considéré par ce pouvoir comme un défi. En fait, ma digression est intimement liée avec une idée qui passe à travers toute la carrière artistique de Koudelka. Non, après sa série L'Invasion, il ne s'occupait pas de critiquer l'URSS, et cependant, on peut formuler le thème de son art comme une recherche de la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté ? Pourquoi Koudelka était si intéressé par ce phénomène ? Regardez les œuvres du livre L'Invasion qui contient plus de 200 photos choisies par l'auteur. Je veux attirer votre attention sur un aspect. La série raconte de l'invasion de l'armée soviétique, mais en même temps, les photos semblent parler d'une autre chose. Elles laissent une impression de liberté. Elle est dans ces visages des Pragois, elle est dans leurs gestes, dans leurs yeux. Elle est même dans les funérailles des étudiants tués par les militaires soviétiques. Elle est dans un homme qui, d'indignation, jette une pierre à un char. Donc, c'est justement un sentiment de liberté, et pas une agression, pas la guerre, qui reste comme un vrai sujet de la série. Voilà comment Koudelka lui-même disait de cela. Ce n'était pas à cause d'un grand courage que je photographiais, mais parce que c'était une situation extrême. Et quelque chose est sorti de moi, peut-être le meilleur en moi. Il m'est arrivé comme aussi pour la plupart des gens qui étaient aux rues ces jours-là. Fin de citation. En fait, il est difficile à trouver des projets photographiques qui seraient pleins de tel esprit de la liberté. Regardez ces gens. Oui, peu de temps après, la société en Tchécoslovaquie sera des répressions. Le printemps finira.
Mais en ce moment, lorsqu'étaient faites ces photos, les gens se sentent libres. Ce thème, la liberté, deviendra déterminant pour Joseph Koudelka. Toute sa vie ultérieure sera construite autour d'elle. 2 ans plus tard, il ira en exil qui durera 20 ans. Et sa façon de vie peut être décrite comme la vie d'un vagabond ou même d'un moine errant qui a refusé de l'idée de la propriété. Bien que la religion n'occupa jamais Koudelka. La liberté comme le thème principal de son art ne signifie pas que toutes ces photos sont des images de la liberté. Mais elles se cachent dans le regard de l'artiste. Maintenant, après brièvement raconter l'auteur, je vais expliquer de quelle sorte du défi j'ai dit au début. Ce défi que nous lancent les œuvres de Koudelka est lié avec une tentative d'exprimer par l'image visuelle ce phénomène, la liberté. Ces photos nous posent une question. Pouvons-nous découvrir notre propre vision libre ? La photographie confirme avec une évidence une thèse qu'un artiste prend part dans la création d'une œuvre en totalité de son être. Bien sûr, la photographie semble surgir sans auteur. Il y a un charme irrésistible dans une épreuve qui représente une certaine réalité objective. Et cependant, choisissant un moment, un point de vue et un fragment de la réalité parmi d'immenses quantités des options, l'auteur nous transmet par ce choix sa vision. Le comportement du photographe, son déplacement dans l'espace, son choix qu'il fait chaque seconde concernant le sujet de son observation, tout ça est défini par un caractère de son attention. Mais peut-être on exige trop de la photographie. Peut-elle répondre à une question pareille ? Qu'est-ce que la liberté ? Comment comprend-on la liberté ? On ne peut pas trouver dans le monde un objet ou un espace dont on pourrait dire « voilà, c'est la liberté ». Non. La liberté, c'est notre état intérieur, qui est lié seulement en partie avec les aspects physiques. Pourquoi ? Parce que la liberté n'est pas un état de notre corps, mais un état de notre conscience. Par son origine, notre corps a des contraintes physiques. Et dans ce sens, il semble porter en soi-même la non-liberté. Par exemple, si quelqu'un voulait limiter ma liberté, un moyen efficace serait de limiter mes déplacements dans l'espace. Mais dans une situation ordinaire, notre corps est aussi limité. On ne peut pas, suivant sa pensée, se déplacer immédiatement dans un endroit préféré. On ne peut pas surmonter la gravité terrestre. On ne peut pas se laisser sans nourriture, sans œufs, sans chaleur. C'est-à-dire notre existence liée avec le corps représente une limitation. C'est dans notre conscience que nous pouvons ressentir la liberté, découvrir son goût. Dans ce cas, on peut poser une question. Comment peut-on exprimer tel phénomène que la liberté au moyen d'une image figurative ? C'est-à-dire par une image qui représente des fragments de la réalité physique, qui sont très limités. La réponse à cette question est telle que parmi les objets du monde physique, la photographie représente aussi une vision. Autrement dit, une certaine unité des sentiments et des pensées de l'auteur. Et cette unité, métaphoriquement dit, s'infiltre à travers la surface des objets et des situations représentées. Cette unité n'est pas donnée comme un certain objet qui est enregistré par la caméra. Cependant, nous, spectateurs,
pouvons discerner dans l'image ce regard, cette unité, principalement parce que l'image peut toucher nos sentiments. Une prise de vue peut exprimer telle notion insaisissable comme la liberté. Mais pour cela, il faut que le regard du photographe soit rempli d'une compréhension personnelle et intuitive. Et dans ce cas, il deviendra porteur des sentiments. Je voudrais analyser les œuvres d'autres célèbres projets de Joseph Koudelka, Exil, sur laquelle il travaillait de 71 à 87, c'est-à-dire plus de 15 ans. On peut remarquer dans ces images deux aspects très intéressants. Le premier consiste à ce que ces photos, quoique documentaires, laissent une impression d'une certaine fantasmagorie, de quelque chose qui arrive malgré notre expérience quotidienne. Le deuxième, peut-être moins visible, consiste à une représentation particulière d'un événement enregistré sur la pellicule. Je vais d'abord m'arrêter sur le dernier. Nous sommes habitués qu'un événement se trouve dans une rangée avant et après. En général, chaque événement est lié avec des changements. Il est défini par ceci. Par exemple, une chose qui était absente apparaît, ou au contraire disparaît. Ou c'est un tournant qui se produit. Donc, un événement porte en lui quelque chose qui l'antécédait et aussi notre supposition de ce qui va arriver. Cependant, les photos de Koudelka sortent de cette attitude, puisque dans ces images, ce qui se passe en présent éclipse ce avant et après. Il semble que l'événement est exclusivement en présent. Pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien parce que les photos de Koudelka, en quelque genre, représentent deux événements. L'un se déroule dans le monde physique, l'autre dans le monde de l'intuition. Voilà, c'est pourquoi les images de Koudelka donnent cette impression d'une fantasmagorie, quoique nous sommes convaincus qu'elles sont documentaires. Regardez cette photo prise en Irlande en 1976. Quel est cet événement saisi par le photographe? 4 hommes sont venus aux toilettes à ciel ouvert clôturées avec du fil barbelé. C'est ça l'événement? Non. Cet événement qui se déroule dans le monde physique est très banal. De plus, il ne donne aucune option par rapport au moment avant et après. Avant, ces 4 hommes sont venus, après ils vont sortir. Dans ce cas, avant et après sont si évidents qu'ils n'ont plus de sens. Cependant, l'événement qui se déroule au niveau de la fantasmagorie ou de l'intuition devient quelque chose énigmatique et grandiose. Tout d'un coup, l'espace se divise par l'ombre et la lumière en deux moitiés. Comme si quelqu'un a tracé une frontière entre le bien et le mal, la connaissance et l'ignorance. Et dans cet espace apparaissent comme des signes 4 personnages. 3 entre eux sont habillés à la même façon, dans leur manteau noir avec l'équipe à carreaux, comme si c'était leur uniforme, et seulement le 4e en se diffère. Notre pensée n'est pas prête à admettre une pareille séparation dans la nature humaine. Mais notre œil saisit immédiatement cet événement fantastique. L'univers dans lequel se trouvent ces 4 prisonniers, juste maintenant devant nos yeux, s'est divisé en 2. Il en reste de décider dans quelle moitié vas-tu pisser. Et peut-être c'est aussi notre univers. À propos de cet événement, il est nécessaire d'ajouter qu'il ne contient aucune réponse
et en même temps provoque dans notre esprit une question. Ce niveau que j'ai indiqué comme la fantasmagorie ou le niveau de l'intuition est en fait le regard d'auteur et de plus le regard original. Les images pareilles, où on peut séparer une partie physique, ce qu'on voit, et le regard même, posent devant nous une question fondamentale. Comment peut-on découvrir un tel regard dans notre conscience ? Bien sûr, je ne vous convainc pas à photographier au style de Koudelka. Je dis une autre chose. Comment peut-on découvrir le regard qui est séparé des objets observés ? Voilà en fait quel est le défi que portent à nous les images de Joseph Koudelka. Plusieurs spectateurs de ces photos souvent posent deux questions. Que doit-on ressentir et sous quel angle faut-il regarder pour voir le monde tel que nous le montre Koudelka ? Parce que dans ces photos, vous pouvez observer deux mondes. L'un est un monde des objets et des événements physiques, l'autre c'est son envers caché, et il semble d'impossible à le voir de l'œil nu. Essayons de comprendre cette différence. Et il faut commencer par ce comment fonctionne-t-elle notre propre vision. En effet, pourquoi le regard d'une personne peut observer l'envers caché des phénomènes et le regard d'une autre pas du tout? Je vais poser cette question autrement. À quelle mesure notre vision est vraiment notre vision personnelle ? Est-il correct de dire à propos du regard en termes de l'appropriation? Comme on peut dire de notre corps, lequel nous appartient? On ne devient pas automatiquement l'auteur et l'origine d'une pensée par ce fait qu'elle surgit dans notre conscience. Ce dernier nous semble assez raisonnable, mais en ce cas, pourquoi on ne peut pas dire le même à propos d'une vision ? Sous la vision, on peut comprendre un certain ensemble, une unité de nos sentiments et représentations. Dans ce cas, on peut dire que ce qu'on appelle la vision ou le regard est proche à la notion de la réalité intersubjective. Qu'est-ce que c'est ? La réalité intersubjective, c'est un espace mental lequel est formé dans notre conscience au cours de notre communication dans la société. Ce phénomène permet aux gens de communiquer, de comprendre l'un l'autre, de poser des cibles communes et par cela s'unir, faire quelque chose ensemble, produire quelque chose. Cependant, avec cette capacité d'unir les gens, ce qui est un aspect positif, la réalité intersubjective a un autre aspect. Elle devient une façon d'aliénation, une clôture antérieure, au-delà de laquelle on a peur de sortir. Un trait caractéristique de la réalité intersubjective est celui qu'on ne la voit pas comme une chose extérieure, bien qu'elle soit formée par notre éducation, nos parents, par la société et l'État, par des différentes interdictions, règles et règlements, c'est-à-dire par la communication dans la société. Lorsqu'on dit qu'on voit le monde et des événements d'une certaine façon, on part d'une compréhension qu'un phénomène ou un événement est défini par ses propriétés. Par exemple, un paysage qu'on observe peut nous paraître comme triste. Et on peut croire que sa tristesse, c'est une caractéristique de ce terrain, ou de ce moment, ou de cette lumière dans laquelle on l'observe. Mais à vrai dire, ce que je vois est tout d'abord comment je vois.
Ce comment, en gros partie, peut se conditionner par la réalité intersubjective. Et dans ce cas, notre vision n'est pas notre propre vision. Plus précisément, il y a quelque chose dans notre vision qui est issu de notre expérience personnelle. Il y a quelque chose de la société et il y a quelque chose qui a les racines archaïques, descendant vers l'inconscient collectif. Le problème de la vision personnelle consiste à ce que dans la société, on est fermé à l'intérieur de la réalité intersubjective, qui entrave notre individualité, en quelque sorte aliène notre individualité. Le problème est qu'il est difficile pour nous de séparer notre regard des objets lesquels nous observons. Je pense qu'on peut indiquer très peu de gens dans notre milieu qui posaient à eux-mêmes une question. Pourquoi je vois quelque chose d'une façon et pas d'une autre? La raison n'est pas qu'on refuse des questions pareilles, mais que notre vision, c'est-à-dire ce qu'on voit comme les formes visibles, est pratiquement non alternative. On n'a pas de choix. Voir quelque chose d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi la présence de l'art dans notre vie est beaucoup importante. Parce qu'il nous permet d'affronter un regard alternatif, en quelque sorte l'emprunter. Je ne veux pas dire qu'il est impossible pour nous d'aller au-delà des représentations communes, mais je voulais discerner la racine du problème. Revenons aux œuvres de Koudelka. Sa vision brise la voile de l'habituel, en découvrant derrière elle un espace caché qui est énigmatique et attirant à la fois. Voilà une photo très connue, prise en 1987, en chien dans un parc d'hiver. C'est un événement quotidien, ordinaire. Un chien en promenade traverse l'espace enneigé d'une pelouse. Et en même temps, c'est un événement non quotidien et non ordinaire. Le chien, dans cet espace du parc, apparaît comme un fantôme, comme si c'était Méphistophélès en forme de chien surgir devant Faust. Ce n'est pas le cas qu'on a une représentation claire à quoi ressemblent les fantômes. Mais c'est une impression qui surgit lorsqu'on regarde cette image. Cette impression est produite par le regard du photographe. Il a vu cette scène de cette façon. Je pourrais constater que l'impression d'un chien fantôme, elle se forme par trois aspects visuels. Le premier, c'est le dynamisme d'un mouvement saisi. Il est à la fois fugace et symétrique. Le deuxième, c'est la composition. Deux côtés du parc ont un air de se planer dans le vide enneigé au-dessus du corps de chien. Le troisième, qui est le plus important, c'est la construction tonale de cette photo. Le chien est absolument noir, sans aucune texture, comme un trou aux ténèbres découpé dans le papier. Cependant, c'est une analyse de la photo déjà réalisée. Et la vision du photographe l'a précédée. Dans son regard, il n'y avait pas d'analyse des éléments visuels, mais il y avait une autre chose. Laquelle? C'est comme une découverte momentanée, une révélation qui a été fixée par la caméra. Cette révélation consiste à ce que le photographe, dans l'espace réel du parc, a vu, a découvert une certaine situation, ou même la loi de l'existence, de sa propre existence et du monde physique, qui, dans cet événement, s'est révélé en tant qu'une illusion. Un artiste pense au moyen de son regard. Il est totalement intuitif.
À la fin de la conversation d'aujourd'hui, je veux revenir encore une fois à cette question très importante que posent devant nous les œuvres de Koudelka. Comment pouvons-nous découvrir notre propre vision libre? Évidemment, en regardant ces images, on ne peut pas trouver une recette pour l'obtenir. Cependant, je crois qu'affronter ce problème est déjà faire un pas en avant. La vision personnelle, comme aussi chaque phénomène, a son origine. Sa possibilité ne provient pas d'un simple fait que nous la déclarons. Cette vision est un résultat de notre travail intellectuel et moral, qui n'est pas séparé de toute notre vie. Une pareille conclusion, quoique raisonnable, ne ressemble pas à quelque chose qui peut nous inspirer, parce qu'elle attire notre attention sur un problème. En opposition avec ça, les œuvres de Koudelka veulent nous dire une autre chose. Notre esprit créatif n'est pas une somme de nos représentations. Il n'est pas nécessaire de construire notre vision authentique, puisque la seule authenticité qu'on possède, c'est notre sincérité. En elle, il y a une possibilité de la liberté pour nous. Notre propre regard est déjà ici. Simplement, il faut l'oser, comme autrefois l'a osé Joseph Koudelka ou des autres artistes. Nous devons nous permettre de voir ce monde par notre vision personnelle et non par les yeux de la société, de la religion, de l'État ou de n'importe quel autre système. Bien sûr, la vision personnelle est liée avec la responsabilité. Car après avoir commencé ce chemin de recherche, nous devenons responsables de la façon dont nous voyons ce monde. Cependant, notre vision, après que nous l'avons trouvée, c'est une chose que personne ne peut nous enlever, parce que cette vision n'est autre chose que nous-mêmes. Je vous remercie.